Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire dédié à l'indice de sinistralité, cette nouvelle obligation d'accord pour les entreprises à forte sinistralité. Nous sommes aujourd'hui deux pour la présentation de ce webinaire. Donc Carole Podimski, consultante experte qualité de vie au travail, qui vous proposera, qui va assurer la présente présentation. Et je suis à ses côtés, donc Diane Guigui, pour le déroulé de la présentation. Bonjour à tous. Donc, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'inscrits avec un certain nombre d'entre vous que je connais et que je me permets de saluer chaleureusement au passage. Alors, effectivement, je vais vous parler de cette nouvelle obligation d'accord qui existe depuis l'ordonnance qu'on appelle, enfin une des ordonnances que l'on a appelées les ordonnances Macron, qui ont été publiées fin septembre. Donc, une de ces 6 ordonnances concernait en fait le dispositif, alors que je vais me permettre d'appeler pénibilité. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais c'est plus rapide que à chaque fois de parler des facteurs d'exposition au risque professionnel mentionnés à l'article L4161-1 du Code du travail. Donc, voilà, donc c'est pour ça que de temps en temps, je fais cette abréviation, même si, on se le redit en début de webinaire, le terme pénibilité a complètement disparu du Code du travail. Mais c'est vrai qu'il a été remplacé par une petite phrase un petit peu longue. Donc, dans le cadre de ces ordonnances, une de ces ordonnances concernait la revue du dispositif pénibilité et, à cette occasion, a introduit au niveau de l'article L4162-1 du Code du travail, qui a été modifié pour l'occasion, ce terme d'indice de sinistralité. Donc, en fonction de votre situation par rapport à cet indice, vous allez désormais être tenu ou pas de devoir rédiger un nouvel accord depuis le 1er janvier 2019. Donc, c'est ce que je vais dérouler maintenant. Alors, de quoi parle-t-on ? Les employeurs doivent effectivement engager la négociation d'un accord en faveur de la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risque professionnel. Donc, il reste 2 situations. La première que vous connaissez déjà, qui doit vous être plus familière. Si vous employez au minimum 25% de salariés déclarés exposés au titre donc, de ce fameux dispositif pénibilité. Et donc, ce qui est nouveau, si le premièrement était déjà valable sur les années précédentes, seul le pourcentage a changé, on est à 50%, on est passé à 25%, mais c'est quelque chose qui, je pense, doit vous être désormais familier. Et soit, si votre sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est supérieure à un certain seuil qui a été fixé à 0,25 dans un décret d'application qui est paru le 27 décembre 2017. Donc, premier sondage que l'on va lancer, à savoir donc si aujourd'hui déjà vous connaissez la situation de votre entreprise par rapport à cet indice de sinistralité. Donc, on va lancer le sondage et vous laisser répondre. Alors, je ne sais pas si vous le voyez. Oui. On va attendre encore un petit peu. Peut-être 75% à avoir voté. Allez, encore quelques secondes. Ça ne devrait pas changer la proportion qui s'affiche. Allez, c'est bon. Donc, alors, je ne sais pas si les réponses apparaissent à l'écran, mais sinon, je vais vous les... Ouais, ce n'est pas bien grave, je vais les mentionner. Donc, il apparaît que 21% des personnes qui assistent aujourd'hui à ce webinaire connaissent leur situation et 79%, donc on va dire les 80-20, 80% des gens ne connaissent pas leur situation. Donc, du coup, je pense que ce webinaire va d'autant plus vous intéresser. Je vais vous rassurer tout de suite, je vais vous donner une bonne nouvelle. C'est normalement, si vous ne connaissiez pas votre situation, c'est plutôt bon signe, mais vous allez comprendre après pourquoi. Alors, 2 petites secondes, il faut qu'on arrive à faire filer les slides. Ah, ça y est. Alors, première chose, quelles sont les entreprises concernées ?
Donc, les articles du Code du travail nous donnent les indications suivantes. Donc, la situation la plus simple, évidemment, c'est les entreprises privées, à condition d'avoir au moins 50 salariés dans l'entreprise, ou on le verra après, faire partie d'un groupe dont l'effectif comprend au moins 50 salariés. Et puis, il y a deux autres catégories. Donc, c'est les entreprises publiques, d'accord, par exemple, type La Poste, Renault, France Télévisions, ce genre d'entreprise, et les établissements publics employant au moins 50 salariés, donc c'est-à-dire les établissements EPIC, type EPIC, établissements publics et industriels et commerciaux, comme par exemple la RATP ou l'INERIS, et les EPA, donc les établissements publics à caractère administratif, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions de droit privé, puisque ce n'est pas le cas de tous les EPA. Ça va être le cas, par exemple, de Pôle emploi ou des agences régionales de santé. C'est souvent des établissements qui étaient autrefois publics et qui ont fusionné des fois avec des entreprises privées et qui ont gardé du coup des personnels dans des conditions de droit privé. Voilà, donc les entreprises publiques, les entreprises privées, les établissements publics, à partir du moment où il y a au moins 50 salariés, sont concernés par cette obligation. Donc, à noter, les entreprises dont l'effectif est compris entre 50 et 300 salariés ou qui appartiennent à un groupe dont l'effectif est de moins de 300 salariés n'ont pas l'obligation de conclure un accord si elles sont déjà couvertes par un accord de branche étendu. Cette spécificité existait déjà aussi dans le cadre des accords pénibilité. Donc, c'est aussi quelque chose qui, normalement, est assez familier. Si vous avez un accord de branche étendu, à ce moment-là, vous n'êtes pas concerné. J'ai marqué un accord de branche étendu conforme. J'y reviendrai un petit peu plus loin. C'est simplement que conforme, ça veut dire que votre accord doit comprendre des thèmes obligatoires, mais je vais y revenir un petit peu plus tard. Alors, comment se calcule cet indice de sinistralité ? Il faut donc faire la somme des accidents du travail et des maladies professionnelles des 3 dernières années dites connues, c'est écrit tel quel dans le Code du travail, divisé par l'effectif. L'effectif, je vais y revenir également, c'est l'effectif moyen annuel qui est défini à l'article R130-1 du Code de la sécurité sociale, un article qui a évolué récemment. Les accidents de travail sans arrêt sont à prendre en compte. Par contre, les accidents de trajet sont à exclure. On voit dans cet indice, en fait, tel qu'il a été construit, qu'on s'intéresse du coup à la fréquence des accidents du travail et des maladies professionnelles et non pas à leur gravité. Alors, je vous ai donné un exemple que j'avais déjà repris, qui tourne pas mal d'ailleurs sur différents articles qui sont écrits sur le sujet, pour permettre en fait aux différentes entreprises que vous êtes de vous situer quand même un petit peu par rapport à ce 0,25 et à ce que ça peut représenter en termes de sinistralité. C'est assez élevé. Si on reprend le rapport de sinistralité 2016 donc de l'assurance maladie, elle nous dit qu'en moyenne pour 1000 salariés, on a 33,8 accidents de travail. Et pour les maladies professionnelles, on a 2,6 maladies professionnelles pour 1000 salariés. Donc, si on ajoute 33,8 accidents de travail plus 2,6, on imagine qu'on a la même sinistralité sur 3 ans. D'accord ? Imaginons 2015, 2016, 2017. Donc, on va multiplier par 3. On va diviser par 1000, qui est l'effectif pris en compte, et on obtient 0,11. Ça veut dire que la sinistralité moyenne en France aujourd'hui est de 0,11. Donc, bien inférieur au seuil de 0,25 qui est déterminé. Hervé Lauberti, qui est directeur du département prévention de la Caisse nationale d'assurance maladie, avait donné une estimation qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui donne quand même un ordre de grandeur par rapport au taux de fréquence, qui disait que 0,25 devait correspondre à peu près à des entreprises qui pourraient avoir un taux de fréquence aux alentours de 60. Voilà, donc quand même assez élevé. Alors, comment le calculer? Première chose qui est très importante, et c'est pour ça que je vous disais au moment du premier sondage que si vous ne connaissez pas votre situation par rapport à votre indice de sinistralité, c'est plutôt bon signe, puisque les CARSAT, normalement, ont dû vous donner, via la notification du taux AT-MP qui a été adressé au début du mois de janvier, votre indice de sinistralité uniquement, en fait, si vous êtes concerné, ça veut dire uniquement si vous êtes une entreprise dont le taux de sinistralité, dépasse les 0,25. Ça veut dire que si vous avez eu aucune information par rapport à ce taux dans votre courrier de notification, c'est qu'a priori, vous n'êtes pas concerné.
Voilà. Donc, ce sont les CARSAT, je le dis, qui font les calculs et qui transmettent les résultats. Ça avait été bien clairement défini dans le Code du travail. C'est quelque chose qui était une information qui était passée un petit peu inaperçue, mais c'est bien écrit sur le L4162-4 de mémoire que c'est les CARSAT qui font les calculs et transmettent les résultats. Donc, les années prochaines, ça sera la même chose. Alors, si vous voulez quand même effectuer vous-même le calcul, et je pense que c'est pertinent de le faire parce que, imaginons que vous soyez à 0,23, vous n'avez pas été prévenu par votre courrier de notification, et par contre c'est important pour vous de le savoir parce que pour les années prochaines, vous pourriez facilement dépasser le seuil et du coup être contrainte à cette nouvelle obligation. Et puis c'est intéressant de toute façon d'avoir une idée quand même de comment vous vous situez par rapport à cet indice de sinistralité. Donc les informations, on attendait éventuellement une circulaire sur le sujet pour préciser qu'est-ce qu'on appelle les 3 dernières années connues, puisque c'est comme ça que ça apparaît dans le Code du travail. On n'a pas eu de circulaire. Par contre, Hervé Lauberti a donné des précisions en fin d'année dernière. Les précisions sont les suivantes. Le calcul s'effectue au niveau de chaque entreprise et pas au niveau du groupe. Les 3 dernières années qu'on appelle connues, en fait, ça va être donc les années N-3, N-2 et N-1, avec une exception pour l'année 2019, puisque le taux étant intervenu en tout début d'année, on n'avait pas forcément connaissance de l'année N-1. Donc pour 2019, il faut que vous preniez en compte les années N-4, N-3, N-2, donc 2017, 2016 et 2015. Et idem pour l'effectif. L'effectif à prendre en compte, c'est l'effectif de l'année N-1 normalement. Donc, à partir de l'année prochaine, c'est comme ça qu'il faudra le calculer. Sauf pour cette année, c'est l'effectif de l'année N-2, ce qui est cohérent avec ce qui est au-dessus. Donc, c'est l'effectif de l'année 2017. Alors, l'effectif, effectivement, petite précision sur l'effectif moyen annuel, puisque l'article R130-1 du Code de la sécurité sociale a été aussi revu suite à un décret qui est paru en mai 2017. Donc, désormais, c'est l'effectif moyen annuel qui se calcule selon une règle qui est commune depuis 2017, qu'on appelle un effectif unique. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est des choses qui sont certainement très bien connues et très bien suivies de vos directions de ressources humaines. Voilà, ce qui change, c'est par exemple les effectifs sont comptabilisés au prorata de leur temps effectif de travail. Donc, un absent dans le mois va être comptabilisé 0, un mi-temps va être comptabilisé la moitié, etc. Et donc, ces règles de la nouvelle version de l'article R130-1 s'appliquent pour la première fois, donc avec l'effectif N-2, donc l'effectif 2017, donc celui qu'on vous demande de prendre en compte soit pour la tarification 2019, soit pour l'indice de sinistralité. Voilà. Donc, dans cet effectif sont notamment exclus les salariés titulaires d'un CDD, les salariés extérieurs qui sont mis à disposition par une entreprise extérieure, enfin un certain nombre de personnes. S'il y a besoin de précision, je reviendrai dessus, bien évidemment. Donc, ce que je vous propose maintenant, c'est de faire votre calcul. Vous laissez une petite minute, puisqu'on vous avait proposé de vous munir du nombre d'accidents de travail et de maladies professionnelles de votre entreprise pour les années 2015 à 2017, de l'effectif de l'année 2017. Et puis, du coup, vous ajoutez accident de travail et maladie professionnelle 2015, plus accident de travail et maladie professionnelle 2016, accident de travail et maladie professionnelle 2017. Vous divisez tout ça par l'effectif 2017 et vous allez obtenir votre calcul. Pour ceux qui l'ont déjà, puisque vous l'avez peut-être eu via le courrier notification, vous avez le temps d'aller boire un petit café pendant cette petite minute. Je profite de cette petite minute pour vous dire que de ne pas hésiter à poser des questions à l'écrit. Nous y répondrons soit pendant, soit à l'issue du webinaire, soit après, en fonction des questions qui arrivent. Est-ce que je réponds? Ouais, je vais répondre à déjà une question que je vois concernant les actions de travail du registre des accidents bénins. Est-ce qu'ils doivent être comptés? Non, on ne prend en compte. Alors, ça va être réécrit dans une des slides un petit peu plus loin et vous aurez le support, bien entendu. C'est seulement les accidents du travail qui sont imputés à l'employeur qui doivent être pris en compte. Donc, ceux qui sont dans le registre des accidents bénins n'en font pas partie.
Donc, la petite minute est passée. J'espère que vous avez eu le temps de faire votre calcul. Donc, on va vous proposer maintenant un deuxième sondage. Je vais faire défiler la slide parce que du coup, je ne veux pas. Ah si, le sondage est lancé, autant pour moi. Donc, le sondage, effectivement, donc pour les entreprises, soit qui connaissent leur indice de sinistralité parce qu'ils l'ont reçu, soit parce qu'ils viennent de le calculer, de nous dire si votre indice est inférieur ou égal à 0,11, qui est, je le rappelle, le seuil moyen de sinistralité pour l'année 2016. S'il est compris entre 0,12 et 0,24 ou s'il est supérieur du coup au seuil effectif de 0,25 qui entraîne cette obligation de rédiger un accord. Donc, on va fermer le sondage. Alors, il y a un petit peu moins de la moitié d'entre vous qui ont voté. Ça veut dire qu'il reste quand même pas mal de gens, certainement, qui n'ont pas connaissance de leur ou qui n'ont pas pu le calculer. Donc, n'hésitez pas également à revenir vers nous par la suite si vous avez besoin d'aide sur ce sujet. On a quand même un quart des entreprises qui ont répondu pour lesquelles l'indice est supérieur à 0,25. Oui, enfin 0,25. À peu près la moitié, un petit peu moins de la moitié, donc entre 0,12 et 0,24. Donc là, la fourchette est large, hein, effectivement, ça n'a rien à voir si vous êtes à 0,12 ou si vous êtes à 0,24. Et 30% inférieur à 0,11. Donc ça nous donne effectivement une idée de la répartition. Alors, ensuite, ce que votre accord doit contenir pour être conforme, j'en avais parlé tout à l'heure, donc je reviens dessus. De la même façon, c'est quelque chose pour ceux qui s'étaient intéressés de près à la pénibilité, c'est quelque chose qui est bien connu pour vous déjà, puisque c'était le cas de cet accord pénibilité. Votre accord doit comprendre une liste de thèmes obligatoires qui a été fixée par décret d'assez longue date maintenant. Donc, vous devez traiter au moins 2 des thèmes suivants, la réduction des expositions aux facteurs de risque professionnel ou la réduction des polyexpositions, c'est-à-dire le fait d'être exposé à plusieurs facteurs de risque en même temps, ou l'adaptation et l'aménagement du poste de travail. J'en profite pour refaire une précision sur ces facteurs de risque professionnel, puisque depuis le remaniement par Emmanuel Macron du système, du dispositif du compte professionnel de prévention au risque professionnel. On est dans un système un peu étrange puisque vous devez faire un diagnostic. Alors là, je parle vraiment que de la partie pénibilité, mais du coup, vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Quand on veut savoir si on a 25% de ses salariés exposés aux facteurs de risque professionnel, on doit prendre en compte seulement désormais 6 facteurs de risque professionnel sur les 10 qui existent toujours dans le Code du travail. Donc ça, c'est pour faire votre diagnostic. Par contre, on est bien d'accord, notez-le bien de manière claire, que si vous êtes obligé de faire un accord de prévention dans le cadre soit de la sinistralité, soit de la pénibilité, vous devrez bien prendre la réduction des expositions aux 10 facteurs de risque professionnel. D'accord ? On est effectivement dans ce système un peu étrange. Le diagnostic, on prend en compte 6 facteurs. Par contre, si on fait un accord ou un plan d'action, on le verra après, on prend en compte les 10 facteurs. Vous devez également aborder au moins 2 des sujets suivants. L'amélioration des conditions de travail, notamment sur le plan organisationnel, le développement des compétences et des qualifications, l'aménagement des fins de carrière et le maintien en activité des salariés exposés à des facteurs de risque professionnel. Ensuite, la procédure, qu'est-ce qui se passe ? Pareil, hein, là-dessus, il n'y a pas grand-chose de nouveau pour ceux qui connaissaient déjà le dispositif pénibilité. Si, au terme de la négociation, vous n'arrivez pas à conclure d'accord, à ce moment-là, vous devez établir un procès verbal de désaccord. Les conditions sont définies dans le Code du travail. Et ensuite, vous devez arrêter au niveau de l'entreprise ou au niveau du groupe un plan d'action relatif donc à la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risque professionnel mentionnés à l'article L4161-1, donc toujours les facteurs dont on vient de parler, après avis du comité social et économique.
Cet accord ou ce plan d'action est conclu pour une durée de 3 ans, doit faire l'objet d'un dépôt auprès de la directe, donc la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Vous pouvez effectivement faire un dépôt dématérialisé désormais, donc je vous ai remis l'adresse, le lien internet si vous le souhaitez. Donc, bien noter ensuite que les articles du Code du travail précisent de manière explicite que la directe informera la caisse. Donc, il sera très facile pour les caisses, alors les CARSAT ou la MSA pour les gens qui sont concernés, effectivement de faire le lien des gens qui sont tenus de faire un accord et qui ne l'ont pas rédigé. Et effectivement, la caisse informera la directe si elle voit des manquements, c'est-à-dire si des accords n'ont pas été faits ou s'ils ne sont pas conformes. Donc, si on n'a pas d'accord ou de plan d'action, ou si l'accord ou le plan d'action n'est pas conforme, vous encourez une pénalité pouvant atteindre, donc c'est toujours un maximum évidemment, 1% des rémunérations brutes soumises à cotisation de sécurité sociale, celles qui sont versées aux salariés concernés au cours des périodes au titre desquelles l'entreprise n'est pas couverte par l'accord ou par le plan d'action. Donc, soit lorsque l'agent de contrôle de l'inspection du travail sera informé du manquement par la caisse, ou évidemment, par la directe, pardon, ou évidemment, en cas de constat sur site, si vous avez un expert du travail qui vient vous faire une visite et qui constate que vous êtes soumis à cette obligation, mais vous ne l'avez pas faite. La suite de la procédure est la suivante. À ce moment-là, vous serez mis en demeure de remédier à cette situation dans un délai de 6 mois, donc par lettre recommandée avec accusé de réception. C'est pour ça qu'avant juillet, vous avez encore, si vous n'avez pas fait d'accord au 1er janvier 2019, vous avez, si l'inspecteur du travail le constate, vous aurez jusqu'à juillet de cette année pour rédiger votre accord. Alors, petit sondage, dernier sondage pour effectivement vérifier que les choses sont claires pour vous. Mon entreprise compte 35 salariés et appartient à un groupe de 350 salariés. Mon indice de sinistralité est de 0,26. Est-ce que je suis tenue de rédiger un accord ou non? Donc là, vous êtes beaucoup à voter. Vous êtes beaucoup à effectivement donner la bonne réponse. Donc, on va attendre encore un petit peu, mais ça va vite. Allez, 75% quasiment ont voté et ont déclaré « Je suis tenue de rédiger un accord ». Oui, effectivement, je suis tenue de rédiger un accord puisque à partir du moment où j'appartiens à un groupe de 350 salariés, on va regarder au niveau de chaque entreprise. Dès que j'appartiens à un groupe qui fait plus de 50 salariés, on va regarder au niveau de chaque entreprise l'indice et donc effectivement la bonne réponse était la première. Alors, en synthèse, je vous ai remis les choses principales. Donc, qu'est-ce qui s'applique? Quand accord à rédiger depuis le 1er janvier 2019, si mon indice de sinistralité est supérieur à 0,25, voire courrier notifiant taux de cotisation. J'en profite pour dire quelque chose, je pense que je n'ai pas dit. Donc, ce courrier devait vous informer bien évidemment de votre indice de sinistralité, donc uniquement pour les entreprises qui sont au-delà de 0,25. Hervé Lauberti avait également indiqué que les entreprises qui ont plus de 25% de salariés exposés aux facteurs de risque professionnel seraient également notifiés. Ça veut dire que si sur l'année précédente, vous aviez plus de 25% par exemple et que vous n'aviez pas fait votre accord, vous allez être notifié également là en janvier de devoir le faire. Donc, vous avez 2 raisons effectivement éventuellement d'avoir à rédiger cet accord. Donc, les entreprises concernées, donc toutes celles qui sont au moins 50 salariés ou qui appartiennent à un groupe qui fait au moins 50 salariés, les entreprises publiques, la Poste, etc., les établissements publics, à partir du moment, toujours la même condition, où on a au moins 50 salariés, donc les EPIC,
ou les EPA, les établissements publics administratifs. Et puis quoi? Donc, un accord ou, à défaut, un plan d'action comprenant des thèmes spécifiques qui sont définis réglementairement. Cet accord ou ce plan d'action seront à déposer auprès de la directe et vous aurez ensuite 6 mois pour être conforme si jamais vous n'avez pas rédigé votre accord et que vous êtes mis en demeure de le rédiger. On arrive au terme du webinaire. Je ne sais pas s'il y a des questions. Si vous avez déjà posé pas mal de questions et Carole a répondu à la majorité d'entre elles au fur et à mesure, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions puisqu'on peut rester encore connecté. Dans l'intervalle, pour vous permettre de les poser, de les rédiger, on ajoute que nous sommes, les consultants Hemming sont à votre disposition, à la fois pour le calcul de cet indice si vous n'avez pas été notifié dans le cadre de vos notifications de taux, et également pour vous accompagner dans la rédaction du plan d'action ou de l'accord. Donc n'hésitez pas à nous solliciter si besoin. Nous n'avons pas d'autres questions pour le moment. Nous vous proposons de clôturer ce webinaire. N'hésitez pas, si ensuite vous posez d'autres questions, si tout n'a pas été clair, à revenir vers nous. Vous avez l'adresse mail qui va s'afficher en fin de présentation, qui vous sera transmise à l'issue du webinaire, et ce webinaire est enregistré de toute façon. Alors, je regarde rapidement les questions pour voir s'il y a des choses auxquelles je n'ai pas répondu. Est-ce que les classements de dossiers sont à compter? Alors, je ne sais pas ce qu'on entend par classement de dossier. C'est un dossier qui n'a pas fait l'objet d'un certificat médical ou d'une consultation médicale. D'accord, donc a priori, c'est un dossier, c'est un accident de travail qui ne serait pas imputé à l'employeur. Donc, je le redis, effectivement, je ne sais pas si, je sais pas, il me semble sur une des slides, j'avais bien noté la notion d'accident de travail imputé. Je le redis, c'est bien, et c'est écrit tel quel, hein, j'ai vérifié tout à l'heure, j'avais un petit doute. C'est bien les accidents du travail et les maladies professionnelles qui sont imputés. Donc, si le dossier a été classé, il n'a pas été imputé à l'employeur, à ce moment-là, il n'est pas à prendre en considération. Alors, nous avons repris... Nous avons repris une entreprise en 2016. Nous n'avons pas connaissance des ATMP 2015 ni des ATMP intervenus sur janvier-février 2016. Comment faire dans ce cas? Dans ce cas, j'ai envie de vous dire, si vous n'avez pas les informations pour ces années-là, du coup, si vous n'avez pas été notifié par la CARSAT, laissez comme ça et prenez-les en compte à partir de maintenant. Calculez-les peut-être sur peut-être 2016, 2017, 2018 pour vous donner une idée. Faut-il comptabiliser le rechute comme action de travail? Non, je ne pense pas, puisqu'en fait, on s'intéresse à la fréquence des accidents de travail. Donc, pour moi, s'ils ont été comptabilisés une fois, je pense que non. Alors, il y a une question qui est intéressante que je ne connais pas la réponse, mais du coup, je vais essayer de me renseigner, éventuellement de vous la communiquer plus tard. Avons-nous la possibilité d'obtenir de la CARSAT l'indice de sinistralité calculé? C'est une bonne question. C'est vrai que vu que les CARSAT l'ont calculé, j'avoue que je ne sais pas du tout. J'essaierai de voir si on peut obtenir la réponse. À ce moment-là, je vous la communiquerai, mais je ne sais pas. En fait, je pense qu'on doit pouvoir l'obtenir parce que si je me rappelle bien ce que nous avait mentionné Hervé Lauberti, il mentionnait bien pourquoi il ne prévenait que les entreprises concernées. C'était pour pas, les entreprises ont beaucoup d'obligations, c'est pour pas effectivement compliquer les informations qui sont transmises aux entreprises, vu que c'est quand même un indice qui est nouveau, avec des obligations qui sont nouvelles. On s'est concentré pour l'instant à prévenir uniquement les entreprises concernées, mais j'imagine qu'il n'y a pas de raison qu'ils ne vous le donnent pas du coup. Voilà, du coup, je pense que j'ai repassé en revue l'ensemble des questions que l'on avait. On va vous mettre effectivement le lien vers un mail s'il y a des questions qui restent en compte ou qui vous viendraient après. Voilà, ça affiche à l'écran une adresse mail à laquelle vous pouvez adresser effectivement vos questions. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire et à très bientôt. À très bientôt, merci beaucoup. Au revoir, bonne journée.